Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la résolution de la crise anglophone suscite des opinions divergentes et tranchées entre Paris et Yaoundé. Pour le président Paul Biya, des réponses appropriées ont déjà été trouvées, à tel point qu'il y a un retour progressif à la paix, ce qui n'est pas l'avis de la France, favorable à un nouveau dialogue inclusif, y compris avec l'opposition, pour trouver une issue favorable et issue politique et pacifique à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. À suivre dans ce journal, un regard croisé sur cette épineuse problématique. Malgré la controverse autour du vaccin AstraZeneca suspendu dans plusieurs pays européens, les campagnes de vaccination se poursuivent dans plusieurs pays africains et l'Organisation mondiale de la santé déplore la désinformation autour de la fiabilité de certains vaccins. Nous faisons le point dans la page santé du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons le cap sur le Congo-Brazzaville où ce mercredi, des hommes en tenue se sont rendus aux urnes afin de départager les 7 candidats en lice. Ce vote par anticipation intervient 4 jours avant la date officielle du scrutin, un scrutin prévu dimanche 21 mars 2021. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Eric Ouattat et Gladys Sidier. L'école primaire d'excellence La Fraternité dans le 2e arrondissement de Brazzaville accueille un bon contingent d'hommes en tenue qui sont venus s'acquitter de leurs devoirs civiques en cette journée du 17 mars 2021. Passage obligatoire, la consultation des noms sur les listes qui sont affichées. Dans ce centre, on compte 4 bureaux de vote pour un peu plus de 3000 électeurs. Devant chaque bureau, des files d'attente se sont formées et dans les salles, urnes, isoloirs, bulletins des différents candidats, le matériel est en place et chaque électeur peut faire son choix. Les bureaux de vote dans tout le pays ont ouvert dès 8 heures pour cette première étape de vote qui concerne les agents de la force publique qui pourront ainsi sécuriser le vote populaire dans 4 jours. C'est la première fois dans l'histoire du Congo-Brazzaville que l'on assiste à une élection segmentée. Ce qu'il faut savoir de ce vote anticipé, c'est qu'il résulte en fait de la réforme de la loi électorale que le pays a récemment adoptée. La société civile qui craignait des fraudes massives s'était farouchement opposée à la création des bureaux de vote dans des casernes, chose qui a été globalement respectée sur l'ensemble du territoire national. Le reste des électeurs devra se rendre aux urnes le dimanche 21 mars prochain et ils devront choisir parmi les 7 candidats en liste qui sera leur futur président. Parmi les candidatures en pole position, il y a bien sûr celle de Denis Sassou Nguesso, le président sortant qui brigue un 4e mandat consécutif. Il a 2 principaux rivaux, en l'occurrence Guy Brice Parfait Kolela, candidat qui est arrivé en 2e position lors de l'élection controversée de 2016. Mais il y a également Mathias Zong, ancien ministre des Finances de Denis Sassou Nguesso, candidat malheureux à la présidentielle de 2009. Il avait boycotté celle de 2016 et il dénonçait ainsi des irrégularités. Il compte bien cette année 2021 prendre sa revanche. Du reste, en marge de cette élection anticipée qui concerne exclusivement les hommes en tenue, la campagne électorale, elle, sur le terrain, se poursuit. Et Equinox Télévision, au cœur des grands événements sur le continent et dans le monde, vous rend compte au-delà de l'image. Envoyés spéciaux depuis le Congo-Brazzaville, nous sommes Eric Florent Ouattat, Carlos Minoé Gizogo, Gladys Sidier. Restons dans la capitale congolaise où les populations s'interrogent. Serait-ce un slogan de campagne? Le président sortant et candidat à sa propre succession envisage de renforcer l'état de droit et de lutter contre la corruption. D'aucuns voient à travers ces annonces la volonté de décrisper le climat politique et l'élargissement des opposants emprisonnés depuis quelques années. Le sujet d'ailleurs alimente de vifs débats durant cette campagne électorale. Explication avec Carlos Minoé Gizogo, envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville.
Une longue tirade de Denis Sassou Nguesso sur la consolidation de l'état de droit au Congo lors de son meeting à Ouando, c'est un fait inhabituel au cœur de la campagne du président candidat à sa propre succession. Notre pays doit continuer d'être un pays de droit et nous allons renforcer cette dimension de notre pays. Nous allons tout mettre en œuvre pour mettre fin aux antivaleurs parce que nous ne pouvons pas aller vers le développement si la corruption persiste, si la paresse persiste, si l'absentéisme persiste, si le non-respect des biens publics persiste. Immédiatement, il faut croire que le président congolais prête une oreille attentive aux critiques récurrentes sur des manquements au respect des droits humains, mis en évidence souvent par Amnesty International et Human Rights Watch au Congo. À ce sujet, on peut citer les cas des opposants Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, emprisonnés depuis la présidentielle tumultueuse de 2016. Faut-il alors croire que Denis Sassou Nguesso songe à les élargir? Cette éventualité n'est pas à exclure, lui qui avait déjà autorisé l'évacuation sanitaire de Jean-Marie Michel Mokoko en Europe l'année dernière. S'il héritait d'un nouveau mandat à la tête du Congo, l'élargissement de ses opposants pourrait en apporter davantage à sa stature d'homme de paix qu'il affectionne et surtout, selon ses vœux, consolidera l'état de droit au Congo. Et dans le cadre de la couverture de cette élection présidentielle au Congo-Brazzaville, ne manquez pas à 21h l'entretien avec le secrétaire général du PCT, le parti au pouvoir, dont le candidat est Denis Sassou Nguesso. Entretien à suivre sur Equinox Télévision à partir de 21h. Au Cameroun, non loin du Congo-Brazzaville, se trouve la localité d'Ambam, dans la région du Sud, une localité confrontée à des coupures intempestives d'électricité. Selon les populations, cela fait 3 mois qu'ils ont du mal à avoir de l'énergie électrique. Cela suscite de nombreux désagréments et cela a des conséquences négatives sur le plan économique. L'entreprise en charge de l'énergie électrique, Eneo, précise qu'il y a eu des pannes sur ces différents groupes et qui ont suscité une intervention pour rétablir l'énergie électrique. Explication dans ce reportage de Roger Takala, Farel Bounia et Julienne Berthe-Bissaye. À Ambam, dans le sud Cameroun, les habitants de cette localité n'ont pas d'électricité depuis 3 mois. Pourtant situé à un jet de pierre du nouveau barrage électrique de Memvele. Ici, les ménages sont alimentés par ACO. Je suis arrivé ici, avant qu'on ouvre le salon ici, on nous a fait comprendre que le courant était à quelques mois qu'on puisse l'avoir. Mais jusqu'aujourd'hui, là, ça fait plus de 3 ans que je suis sur place, c'est la même chanson. Et ce qui nous fait beaucoup de peine, c'est que le barrage de Memvele est à côté. Mais nous-mêmes qui avons ce privilège, on n'a pas le courant. Dans cette série de délestages, les opérateurs économiques payent au prix fort de leurs activités. Tout tourne désormais au ralenti. Nous sommes harcelés par les clients. Tous les jours, on se retrouve à la brigade. Tous les jours, on est au commissariat. Or, Eneo nous fait vivre une situation déplorable dans la ville. Même les impôts ne nous laissent pas. Moi, j'ai une lettre de mise en demeure que le chef centre d'impôt m'a envoyée. Les impôts, on m'envoie une lettre de mise en demeure, je dois aller me présenter aux impôts, je dois payer ceci, je dois payer cela. Je vais faire comment? Depuis octobre, on n'a pas de courant dans la vallée du Tel. Et pour pallier à ce déficit énergétique, la société en charge de la distribution du courant électrique avait installé une centrale thermique. Cependant, les habitants d'Ambam dénoncent une gestion jugée calamiteuse. Parfois, on nous parle du monnayage, que pour être branché là-bas, il faut de l'argent. C'est pour cela que je vous parle toujours du boom business. Les gens trouvent leur compte. À la suite de cet incident, Eneo reconnaît la dégradation des services dans la localité d'Ambam et promet de réparer les pièces défectueuses suite à un diagnostic effectué par ses équipes techniques dépêchées sur les lieux. Les habitants d'Ambam vivent désormais avec un seul espoir, bénéficier pleinement de l'énergie fournie au barrage hydroélectrique de Memvele.
Alors qu'il y a un débat sur l'opportunité ou non de se faire vacciner contre la maladie à coronavirus, le président de la République s'est prononcé sur le sujet. Le chef de l'État est favorable au vaccin. Il est même allé plus loin, exhortant ses pairs de la CEMAC à privilégier la vaccination dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il s'exprimait ainsi en tant que président en exercice de la CEMAC et lors de la journée de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, Paul Biya a tenu un discours qui a été rendu public par le président du Conseil économique et social. Selon le chef de l'État du Cameroun, le vaccin est le moyen le plus efficace pour atteindre l'immunité collective. Il s'est également exprimé sur d'autres sujets qui préoccupent la communauté régionale. Les points saillants de son discours sont présentés dans ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangao. À ses pairs et au peuple de la CEMAC, Paul Biya, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, fait savoir qu'au-delà des mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus, la vaccination constitue indéniablement le moyen le plus efficace pour atteindre l'immunité collective et freiner définitivement la propagation de la pandémie. Dans ce discours prononcé à l'occasion de la célébration de la 12e édition de la journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, Paul Biya exhorte les États membres à tirer le meilleur profit du dispositif COVAX pour assurer la vaccination du plus grand nombre de leur population. Cependant, les défis sanitaires n'étant pas les seuls que connaît la sous-région, Paul Biya reconnaît que l'instabilité en République centrafricaine entraîne des perturbations graves dans les échanges entre les pays de la CEMAC. Mais le président en exercice de la conférence des chefs d'État affirme que grâce aux efforts conjugués des forces de défense des différents pays membres, les actions terroristes de Boko Haram dans la zone du lac Tchad sont largement maîtrisées. De même, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun trouve des réponses appropriées qui augurent un retour progressif à la paix et à la cohésion sociale. Que dire alors de l'intégration sous-régionale? Pour Paul Biya, les États de la CEMAC ont enregistré des avancées dans le processus. En guise d'illustration, sont cités l'édification d'un marché commun à travers l'harmonisation en cours des tests sectoriels des États membres, la définition des politiques communes dans divers secteurs de l'économie, la promotion du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, la coopération universitaire et la libre circulation des personnes et des biens. Sur le plan économique, Paul Biya affirme que la mise en œuvre des programmes de réforme économique et financier de la CEMAC a permis le rétablissement des fondamentaux macroéconomiques et le financement des projets intégrateurs est en bonne voie. Il faut alors pour cela, conclut Paul Biya, s'appuyer sur l'économie numérique qui offre de nombreuses perspectives dans l'appropriation de l'intégration et le renforcement de la résilience économique de la CEMAC. De la commémoration de la 12e édition de la journée de la CEMAC, le président de la République du Cameroun s'est exprimé sur la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon Paul Biya, des réponses appropriées ont été trouvées et cela augure un retour progressif à la paix et à la cohésion sociale. À propos de l'évolution de la crise anglophone, l'un des principaux partenaires bilatéraux du Cameroun a une autre grille d'analyse. Le ministre français des Affaires étrangères précise que son pays reste très vigilant quant aux violations des droits de l'homme constatées dans le cadre du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. La France a fait valoir, dit-il, auprès des plus hautes autorités camerounaises, la nécessité d'enquêter de manière indépendante et impartiale sur les exactions commises et de traduire les responsables en justice. Pour Jean-Yves Le Drian, la France reste convaincue que l'issue de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne peut être que politique et qu'elle suppose notamment un dialogue inclusif, y compris avec l'opposition, et la mise en œuvre effective du statut spécial des régions anglophones et de la décentralisation. La France poursuivra ses efforts pour accompagner une résolution pacifique du conflit en collaboration avec les autres partenaires internationaux du Cameroun. C'est en substance la réaction de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Il répondait à une préoccupation du député français Sébastien Nadeau concernant la situation dans les régions anglophones. Et parlant du Covid-19, le HCR s'inquiète de la situation sanitaire des réfugiés au Cameroun. Ils sont déjà une centaine de réfugiés testés positifs au coronavirus, alors que des cas de décès sont signalés. Le HCR apporte un soutien logistique au gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. D'autres détails avec Joël Essengue et Aïk Cyril.
Logés pour la plupart dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est, ils sont près de 430 000 partis de leurs pays respectifs pour trouver un abri au Cameroun. Comme les nationaux, les réfugiés sont exposés au coronavirus. 79 d'entre eux ont été testés positifs, 27 asymptomatiques pour un total de 106 cas de Covid-19. Et même si 62 malades ont d'ores et déjà recouvré la santé, un décès parmi les réfugiés a été enregistré pas plus tard que le week-end dernier. D'où la sortie du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun. Un grand plaisir de prendre la parole ce jour à cette cérémonie de la remise au ministère de la Santé publique de 3 ambulances médicalisées, de 181 concentrateurs d'oxygène, de 4 respirateurs et de 220 oxymètres de poule destinés aux formations sanitaires des zones d'accueil des réfugiés dans les régions de l'Est, de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. D'un montant global de près de 400 millions de francs CFA, les 3 ambulances médicalisées et les 181 concentrateurs d'oxygène s'ajoutent à d'autres actions déjà menées par le HCR dans le cadre de la riposte contre le coronavirus au Cameroun. Tout cela s'est traduit par aussi la mise en place d'un système de triage dans les formations sanitaires, mais aussi de construction en matériaux durables, des unités d'isolement, toujours utilisées jusqu'à présent, et de prise en charge des patients atteints de la Covid-19 dans les 6 hôpitaux des districts suivants: l'hôpital de district de Garoua-Iboula et l'hôpital de district de Batouri pour la région de l'Est, l'hôpital de district de Meganga et l'hôpital de Johong pour la région de l'Adamawa, l'hôpital de district de Touboro pour la région du Nord, l'hôpital de district de Mokolo pour la région de l'extrême Nord. En recevant le don du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, le ministre de la Santé publique promet d'en faire bon usage, tout comme il souligne la nécessité pour le gouvernement et les partenaires au développement de mutualiser leurs efforts afin de limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. Dans les tout prochains jours, ces matériels seront mis à la disposition des formations sanitaires bénéficiaires. La santé des populations victimes des crises sociopolitiques et sanitaires demeure l'une des priorités du gouvernement et de ce partenaire qui ensemble ont décidé de booster les performances de notre système de santé en vue d'inverser les différents ratios et indicateurs qui continuent d'être un sérieux problème de santé publique dans notre pays. La question de la vaccination a également été évoquée pendant la rencontre. Le HCR souhaite que les réfugiés fassent partie des cibles privilégiées lorsque les premières doses de vaccins arriveront au Cameroun. La controverse et la polémique autour du vaccin AstraZeneca, des pays africains ont maintenu leur campagne de vaccination. C'est le cas du Sénégal et l'Éthiopie. Quant à l'OMS, elle l'appelle à ne pas céder à la panique et éviter toute désinformation. Sur le continent nord-américain, on constate une accalmie dans les hôpitaux à la suite des campagnes de vaccination qui ont déjà été menées. On fait le point avec Nadine Yambou. Malgré la controverse autour du vaccin AstraZeneca, l'Éthiopie maintient son programme de vaccination contre le coronavirus avec ce protocole. Prenant part à cette campagne, le représentant de l'OMS dans ce pays appelle les dirigeants à instaurer un climat de confiance au sein de la population et de s'attaquer rapidement à la désinformation autour de ce vaccin. L'Éthiopie figure parmi les pays ayant bénéficié de la facilité COVAX. 2,2 millions de doses de vaccins ont été acheminées dans ce pays. Et l'Éthiopie entend vacciner 20% de sa population d'ici la fin de l'année 2021. Autre pays sur le continent africain n'ayant pas interrompu le déroulement de sa campagne de vaccination avec AstraZeneca, c'est le Sénégal. Pour les responsables sanitaires, il est hors de question de remettre en cause toute une stratégie par principe de précaution, affirmant par ailleurs n'avoir enregistré aucun problème majeur depuis les injections des doses. Mais le gouvernement rassure que des études approfondies seront menées sur ce vaccin. 130 000 personnes ont déjà été vaccinées en 3 semaines.
Le Sénégal a reçu 324 000 doses de vaccin AstraZeneca et 1 million de doses de vaccins supplémentaires sont attendues au mois de mai 2021. Face à la controverse autour du vaccin AstraZeneca, l'OMS appelle les pays du monde à ne pas céder à la panique. L'Organisation mondiale de la santé appelle à une poursuite des campagnes de vaccination avec ce protocole. Et sur le continent européen, confronté à une nouvelle vague de contagion au coronavirus et à la circulation des nouveaux variants, l'Italie est rentrée en confinement jusqu'au 6 avril 2021. Période durant laquelle les bars, les écoles et restaurants resteront fermés. Le gouvernement dit vouloir éviter la psychose avec la saturation des hôpitaux et les morts en cascade enregistrées il y a un an. Le pays enregistre plus de 150 000 nouvelles infections, soit une augmentation de près de 15%. L'Italie a atteint la barre des 100 000 morts. Après le rejet du vaccin AstraZeneca, l'Italie compte désormais utiliser le vaccin russe Sputnik 5. 10 millions de doses seront produites d'ici le mois de juillet 2021 dans ce pays par les firmes pharmaceutiques. Aux États-Unis, par contre, c'est une lueur d'espoir qui se dessine pour un pays plongé dans le chaos sanitaire depuis plusieurs mois. Le nombre de nouveaux cas quotidiens et soins intensifs en réanimation sont en baisse dans les 50 États, de même que le nombre de décès a drastiquement chuté. Aux États-Unis, plus de 72 millions de personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus. Cette vaccination permet d'alléger la pression dans le pays. Les personnes déjà vaccinées peuvent désormais se réunir sans masque de protection. Le président Joe Biden annonce l'ouverture des vaccinations à toutes les personnes adultes d'ici le mois de mai 2021. Par mesure de précaution, la frontière entre les États-Unis et le Canada demeure fermée jusqu'au 21 mars 2021. Parlons à présent de ces femmes très peu engagées dans la recherche scientifique au Cameroun. Pourtant, il existe des opportunités pour les femmes. Le sujet était au centre d'une réflexion menée à l'université de Douala. Des scientifiques, des chercheuses se sont réunis afin de comprendre la faible implication des femmes dans la résolution des crises et son très faible engagement dans la recherche scientifique. Explication dans ce reportage signé Cédric Ding. La femme comme objet d'étude scientifique et sa place dans la recherche. Une problématique qui a réuni d'éminentes chercheuses dans différents domaines de connaissances et des doctorants venus porter un regard croisé sur la gente féminine et son apport dans les mutations sociales. Nous voulions voir comment toutes les disciplines peuvent aborder la femme comme objet d'étude. Pour nous, c'était intéressant parce que cette année, les JSD se tiennent en mars. Et mars est considéré comme le mois de la femme avec le 8 mars. Voilà les quelques raisons qui peuvent permettre à nos jeunes chercheurs de répondre aux questions que se pose la société. C'est ça la recherche. La recherche résout les problèmes de la société. La recherche répond aux questions de la société. Des questions encore plus d'actualité à l'heure où le monde connaît de grands mouvements, tant au niveau des revendications sociales, corporatistes et de l'égalité des sexes. Premièrement, la femme doit être considérée comme un être humain entièrement inclus dans la société. La femme ne doit plus être aujourd'hui considérée comme une sous-personne et l'homme au-dessus de la femme. Aujourd'hui, nous devons parler de l'égalité entre l'homme et la femme. Une égalité de plus en plus palpable selon certaines chercheuses, qui est loin d'avoir attendu l'explosion des mouvements féministes au XXe siècle pour se faire une place dans les sociétés africaines. Mais attendez, la femme se sent de plus en plus concernée par ce que nous sommes en train de vivre. Et pour nous qui enseignons les civilisations africaines, ce n'est pas une nouveauté. Contrairement à ce qu'on dit le 8 mars, que nous souffrons sous le poids de nos traditions, c'est la femme qui est ce qu'on appelle le potomitan, le pilier de la société. Une vision que toutes ne partagent pas, car pour certaines, la femme africaine a encore du mal à trouver ses marques au sein d'une société fortement phallocrate. Vous parlez des droits, alors les droits, je n'en vois pas beaucoup. Si dans les textes, mais nous sommes spécialistes aussi des textes, nous avons de très beaux textes. Mais l'application, c'est une autre paire de manches. Nous sommes là pour réfléchir à ce que nous pourrions faire de plus, encore mieux. Il est temps que toutes les femmes se mettent ensemble pour travailler afin de relever cette image de la femme. Si ensemble on se met, on travaille,
cette image peut être meilleure. Une réflexion menée par le Cercle de recherche sur les imaginaires de l'Afrique autour de la gente féminine afin d'impulser un changement intérieur chez la femme pour que cette dernière puisse pleinement jouer son rôle de pilier de la société. Dans le reste de l'actualité, les avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun dénoncent un procès purement politique devant des tribunaux à Douala. 24 de leurs militants n'ont pas obtenu la demande d'habeas corpus. Ils étaient devant le tribunal. Ils ont brandi des arguments invoquant des violations flagrantes des dispositions légales en matière de garde à vue d'audition. Mais le juge n'a pas daigné reconnaître la pertinence de leurs arguments. Je vous invite à suivre Maître Fabien Kenyé, membre du collectif des avocats du MRC, qui s'exprime également sur les conditions de détention et d'incarcération qu'il juge horribles. Comme vous le savez, ces personnes avaient été arrêtées le 22 septembre dans le cadre des marches politiques organisées par le petit parti politique dont je fais partie, le MRC. Arrêtées le 22 septembre, gardés à vue depuis le 22 septembre, à aucun moment leur mandat de garde à vue n'a été renouvelé. C'est le 29 septembre qu'ils sont traduits, déférés devant le juge d'instruction militaire, qui les met sous mandat de dépôt. Et dans l'intervalle, on dit, il y a aussi le procès verbal d'audition, qui dit pendant l'audition, il doit être accordé des facilités à ces messieurs, des temps de repos. Et que cela doit être, la mention doit en être faite dans le procès verbal. C'est un article extraordinaire qui le prévoit, l'article 124 du Code de procédure pénale, qui dit que dès que cette mention n'est pas faite, le procès verbal d'audition est nul et cela par la suite emporte tous les actes subséquents. Donc tous les mandats de justice qui ont été portés, qui ont été par la suite, engagés par le juge d'instruction. Nous avons porté tous ces faits devant le magistrat, que je sais extrêmement rigoureux et pointilleux. Il est suffisamment compétent. Donc quand vous lisez sa décision, il a lu entièrement. C'est une construction juridique extraordinaire. Ce qu'à la fin, j'ai même pitié de ce magistrat parce qu'il me rend compte que ce n'est pas lui qui rend cette décision. Moi, j'ai souvent eu à dire que les prisons au Cameroun sont des mouroirs. À plus forte raison, la prison centrale du Doubel. Et prenez ça pour de l'argent comptant. Des gens mangent parfois des souris pour vivre là-bas. Et il y en a qui dorment à la pleine étoile, qui n'ont même pas de mandat. Le mandat, c'est quoi? Ça dit un petit espace dans lequel vous pouvez laisser reposer votre corps. Il n'en existe pas. Pour ce qui concerne nos amis politiques, ils sont près d'une soixantaine et nous ont rapporté qu'il y aurait une cellule dans laquelle ils sont aujourd'hui confinés, une cellule prévue pour, je crois, 30 personnes, ils sont près d'une soixantaine. Et la dalle, le bâtiment avait été l'objet d'un incendie et n'a pas été réparé. Donc quand il pleut, l'eau se déverse directement sur eux. Vous imaginez dans quelles conditions. Même les animaux ne peuvent pas être autant traités. Au-delà même d'eux, je déplore sur le plan général les conditions carcérales au niveau local. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités et sachent que les vies humaines sont sacrées. Un public reportage dans ce journal, c'est un témoignage exceptionnel de la solidarité agissante des entreprises camerounaises, en l'occurrence le groupe Kadi, qui a mis sur pied une campagne baptisée « Notre patrimoine, c'est vous ». Objectif, soutenir les Camerounais et leur démontrer que sans eux, le groupe Kadi n'existerait pas. Reportage. Ce sont des larmes de joie qui coulent sur les joues de cette dame. Des larmes de remerciement pour elle et les 28 personnes qu'elle abrite depuis 4 ans. Un don inestimable, c'est tellement peu, mais tellement important. Very, very happy. It is a privilege that the foundation of Fortuna Kaji, that they are here. Honestly, when I see what has been offered to me, it's really marvelous. I have been here for the past 2 or 3 years and I live with about 28 people in the house. This has never happened. This is something unique and I say, may God bless you people. May God replenish your sources. De l'huile, du savon, du riz, de la farine, des bassines et des épices entre autres sont là les denrées de première nécessité qui viennent alléger la peine de ces familles en difficulté. Elles sont au total 135 familles qui ont reçu chacune ce don de l'Union camerounaise de brasserie et la fondation Fouatoula Kaji Fosso en partenariat avec le réseau de lutte contre la faim au Cameroun, Reloufa, dans le cadre de la campagne de solidarité lancée depuis le début de l'année 2021.
Le déploiement de cette campagne a commencé dans la ville de Tchang, où nos frères et sœurs ressortissants du nord-ouest et sud-ouest, résidant dans la ville, ont été comblés. What I've discovered today has been so interesting. So many groups have come with food to distribute, but the impression I want to have here first is the organization. For the 4 years that I've been here, this is the food that I'm taking as an IDP. We have been seeing food, but we don't have it. But your organization has been so wonderful. The inspiration that we want to give to God is that what Kaji and his partners are doing to us today, we want to believe that it is unformidable, because when God has blessed them and they have come to bless us like this, I think it's so wonderful. And the word that we want to say is that Kaji should understand that he is dealing with people, and the prayer of people are saying that the sky should be the limit. As the sky should be a limit, you continue to cater for the people like you are doing. Pour la réussite de cette opération, le Reloufa, partenaire terrain pour cette initiative, nous donne ici son niveau de satisfaction de cette première étape. I am very satisfied with what I just witnessed here in Tchang, because the Kaji Foundation and Reloufa came together to give assistance to internally displaced persons who are living in Tchang, coming from the northwest and the southwest regions. From the testimony of the displaced person, they have shown their satisfaction through words and the emotions that I've seen. We identified actually 135 families. So these 135 families are representing almost like 7,000 people, because there are families with at least maybe 7 people in the house, 8 people. Après les populations de la zone du nord-ouest dans la ville de Tchang, la caravane de solidarité du groupe Kaji, menée par les responsables du groupe et la fondation Fouatoula Kaji des Fosso, s'est arrêtée dans l'arrondissement de Fiko à Souza pour apporter la même chaleur aux populations en difficulté et aux déplacés internes de cette région. Que la fondation vient témoigner son élan de cœur vis-à-vis de nos frères et sœurs. Ce que la Fondation Kaji a fait aujourd'hui mérite d'être salué, appuyé, encouragé, car ce n'est pas tous les jours que nous voyons de tels actes vis-à-vis de personnes qui en ont besoin. Je voudrais donc remercier très sincèrement cette fondation qui a donné de la joie ou bien du sourire à nos populations ici à la commune de Bonalé à ce jour, et qui va continuer en densifiant cette solidarité vis-à-vis d'autres personnes. Un geste très important pour eux, et c'est avec le cœur plein de joie que les populations ont dit 1000 fois merci à la Fondation et au groupe Kaji. About these goods of today, never in my life, I've never experienced this before. This is my first time, so I'm very glad. I don't know how to say thank you to these people who are giving us, who are really helping us to do one or two things. Thank you very much. I want to appreciate and to encourage others. The population of Souza, IDP, we are greatly overwhelmed with the Kaji Foundation for this wonderful gesture that they have come to help us, to help mostly the displaced people. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. C'est sur un chant et une note d'espoir que les familles ont remercié la Fondation Fouatoula Kaji des Fosso pour ce geste de solidarité. Notre patrimoine, comme le dit le désormais célèbre slogan de la marque Kadibir, c'est nous-mêmes. La campagne est prévue pour s'étendre sur de longues semaines, selon les dires des responsables du groupe Kaji. Rendez-vous donc aux prochaines étapes, celles de l'Est et de l'extrême nord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Polémique autour du vaccin AstraZeneca, l'Organisation mondiale de la santé demande de ne pas céder à la panique. Selon l'OMS, ce vaccin est fiable après plusieurs vérifications qui ont été menées. L'OMS exprime ainsi pour tordre le cou à la désinformation autour du vaccin AstraZeneca.
suspendu dans plusieurs pays européens après des effets secondaires observés chez certaines personnes vaccinées. L'Organisation mondiale de la santé qui lance une campagne même sur le continent africain afin d'encourager les populations à se faire vacciner. Et le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, lui aussi a dit être favorable au vaccin. Il a même conseillé à ses pairs de privilégier la vaccination en Afrique centrale. C'est Alain. Quel vaccin? Le vaccin, il ne s'est pas prononcé sur le vaccin à utiliser, mais il estime que la vaccination reste le meilleur moyen de pouvoir bénéficier d'une immunité collective face à la pandémie. Voilà. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel qui en sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, donc, la suite et qui en sort. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Raphaël Ndogo, Maître Achille Ledio, Jonathan Batingene et Vincent de Paul Yédé. Vincent de Paul Yédé, comment ne pas céder à la panique par rapport à tout ce qui nous arrive comme information entourant ce vaccin? Mais je pense que nous avons une attitude sage jusqu'à présent, qui est celle de rester serein et de respecter les mesures barrières. Et on a comme l'impression que tout est fait pour mettre la pression sur des petits pays, sur le Cameroun, pour que l'on en arrive à la vaccination. Et donc, on demande de ne pas paniquer, en réalité parce qu'ils savent qu'il y a un souci. Bon, Dieu merci, ça a commencé chez eux-mêmes là-bas, où ils ont en quelque temps constaté que les vaccins qu'ils administraient là-bas ont des effets secondaires. Et c'est d'ailleurs ce qu'on craignait, parce que un vaccin qui arrive juste après quelques mois et qui n'a pas eu le temps vous avez un problème avec c'est-à-dire qu'on parle de 9 mois, hein, on a mis sur pied le premier vaccin après 9 mois. Moi, j'aurais bien aimé qu'on soit en train de spéculer sur le produit de Monseigneur Cléda, qui a soigné les Camerounais, qui à un moment donné cherchait preneur. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut le prendre à titre préventif? Je crois que oui. Est-ce qu'on peut le prendre à titre curatif? Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? D'où vient-il qu'on doive absolument parler de vaccin? Mais je crois que nous sommes là dans un champ diplomatique assez délicat, et ça me rappelle bien cette posture du chef de l'État qui était d'accord pour signer le traité de Rome sur la CPI, mais qui ne l'a jamais signé. Donc je crois bien que le fait qu'ils disent que la vaccination c'est une bonne chose et qu'ils ne se prononcent pas sur la nature du vaccin à administrer aux Camerounais, il ne vous a pas échappé qu'il y avait une séance de travail aujourd'hui avec le ministre de la Santé pour essayer de voir les différents contours. Il est bien possible que l'on en arrive à émettre encore des réserves qui vont nous permettre d'être un peu plus prudents. Voilà. Donc je crois que c'est tout à fait normal que nous ne paniquions pas, mais dans l'autre sens plutôt. C'est-à-dire dans le sens où on serait obligé de se ruer vers un vaccin alors qu'il y a des solutions endogènes. Voilà. Jonathan Batingene, est-ce que vous comprenez ce discours? On constate partout, beaucoup de pays sont en train de suspendre ce vaccin sur leur territoire, mais l'OMS, quand tu dis non, ce n'est pas la panique. La semaine dernière, comment déjà, comprendre ce discours? Semaine dernière déjà, Serge Alain, on parlait de l'imminence du vaccin, de son importance. Et j'avais émis certaines réserves quant au vaccin. C'est bien d'y penser, c'est bien d'avoir la science moderne qui se penche sur le problème avec une solution. Mais il faut noter que depuis un temps, on a découvert que le Big Pharma, qui est le grand lobby des grandes firmes pharmaceutiques dans le monde, contrôle cette industrie et essaie d'avoir le monopole du discours sur le vivant. Et ce discours n'est pas malheureusement un discours sain. C'est un discours qui est fortement ancré sur des logiques capitalistes, c'est-à-dire la rente,
le bénéfice et pas forcément sur l'efficacité clinique des solutions qui sont proposées. On a connu dans les années 60, je parle là des États-Unis, un cas similaire. Les soldats américains qui allaient au Vietnam mouraient de paludisme. Qu'est-ce qui a été trouvé comme solution à court terme? C'était la chloroquine. Mais qu'est-ce que ça a donné par la suite? La chloroquine, le Bactrim, des associations qui ont donné par la suite l'insuffisance rénale, le cancer. Plusieurs combattants américains sont retrouvés plus tard à souffrir de ces pathologies-là. Est-ce que aujourd'hui, les vaccins qui sont mis à la disposition de l'humain donnent les garanties que dans 10, 20 ans, un certain type de pathologies ne vont pas être plus récurrents du fait de l'affaiblissement des cellules humaines par un certain type d'agents qui ont été injectés? Il n'y a aucune garantie à ce niveau. Les scientifiques, pour la plupart, actuellement, sont en train d'émettre des conjectures en maximisant la question de l'efficacité quant à la COVID. Mais, dans le long terme, est-ce que ça va créer des problèmes de santé? Personne n'est sûr. Donc, comme disait tout à l'heure Vincent de Paul, et c'est bien parce que c'est un homme politique, il faut un discours assez prudent, comme celui qui a été tenu par le chef de l'État camerounais, mais il faut un discours qui soit aussi un discours qui permette de rassurer. Le président encourage les Camerounais à se vacciner. Il ne propose pas un vaccin, mais voilà. Il dit que ça pourrait être une solution, ça doit être une solution. Ça pourrait être une solution, ça c'est très important parce qu'il faut rester optimiste, mais il faut maximiser sur les solutions que nous avons déjà, c'est-à-dire les solutions endogènes. Depuis la semaine dernière, c'est l'élément sur lequel j'insiste, c'est les solutions endogènes. Si vous et moi nous sommes ici, pour la plupart, c'est parce que nous avons réussi, tant bien que mal, à nous maintenir en bonne santé, à être à l'écart, à prendre des mesures préventives qui sont efficaces. Donc, les populations doivent rester éveillées et prendre plutôt les mesures préventives plutôt que de penser que le vaccin serait la solution idoine. Raphaël Ndogo, justement, on constate tous les jours, il y a un pays en Europe, peut-être en Amérique aussi, qui suspend ce vaccin-là, mais l'OMS reste optimiste. Vous savez que cette affaire d'OMS-là, c'est... la deuxième fois? Ces gens-là... Pourquoi? Ils avaient prédit quoi, la première vague? Ils ont leurs machines pour fabriquer des virus. Ils ont également des machines pour fabriquer des médicaments. Mais nous avons nos arbres et nos herbes ici en Afrique qui nous ont rendus jusqu'à cet âge-ci. Nous ne devons pas les négliger. Pour la simple raison que j'ai toujours pensé que le vaccin qui va arriver en Afrique peut ne pas cadrer avec les cellules des Africains, si vous voulez, avec les anticorps des Africains. Ce vaccin peut même venir détruire nos anticorps. Quand j'étais dernièrement dans la village de ma mère là-bas, avant Goulchoa, bien évidemment, je suis revenu là-bas avec des écorces. Les écorces que j'ai fait bouillir cet après-midi avant d'arriver ici. Où je les ai consommées et d'autres, j'ai fait ce qu'on appelle le sauna traditionnel. Si vous voulez, je peux vous amener à la maison, vous allez faire ça. Ce n'est pas pour demander à tout le monde de faire comme moi, mais c'est moi qui le fais tout simplement parce que j'ai grandi avec ça. Je me dis, si quelque chose doit passer par mes narines, je connais... Est-ce qu'on parlait Covid à l'époque? Oui, mais on avait je ne connais pas comment on appelle ça en français, mais il y a une maladie qui est arrivée ici, il y a 40 ans par là, voire 50 ans, qu'on appelait Soubikoumou. Lorsque quelqu'un toussait, il devait tenir un arbre parce que sinon il pouvait se renverser. Mais on a soigné ça avec nos herbes. Donc, tout le monde parle de la solution endogène et il ne faut pas la négliger. Vous avez suivi une vidéo qui circule là, quelqu'un qui était ici, qui venait souvent sur ces plateaux, il vous a indiqué le roi des herbes. Ça veut donc dire qu'on a des solutions avec nous. Le paysan reste prudent. C'est d'ailleurs un homme qui, c'est quelqu'un qui est scotché à la tradition. C'est quelqu'un qui connaît la tradition. Il ne refuse pas le vaccin. Bien évidemment, c'est un homme politique également. Donc, on sait que l'OMS donne des subventions ici. Mais honnêtement, sur la solution de cette affaire, comme les Blancs ont pensé pouvoir nous jongler, nous on a les solutions avec nos écorces ici. C'est pour cette raison que vous allez entendre quelqu'un vous dire que... C'est même pour ça que les Camerounais sont encore debout. Même si la maladie arrive là, elle passe comme le vent. Pour la simple raison qu'ils y croient, dur comme faire que la solution se trouvera dans nos écoles là. Et je ne le dirai jamais assez, donner des moyens
à Monseigneur Cléda qui a déjà fait les preuves. Je vous assure même que son traitement est même pris dans les hôpitaux. Peut-être qu'on ne le dit pas, mais lorsque vous partez là-bas, vous avez un test positif, il va vous soigner. Même ceux qui ont de l'argent à faroter, en dehors de l'État qui doit également subventionner son affaire, sa prise en charge, même les gens qui ont de l'argent à faroter, à acheter des bouteilles de whisky, aller donner de l'argent pour le grand bien des Camerounais à Monseigneur Cléda pour nous aider à contourner cette affaire de vaccin. Pour ma part, il faut un vaccin type Afrique, type Camerounais, parce que nos antiques ne sont pas les mêmes. Le paludisme qui nous tue ici chaque jour, enfin qui les tue chaque jour là-bas, nous vivons avec les moustiques à Douala comme dans mon village. Quand un seul moustique pique, un blanc il est hospitalisé. Par contre, 12 moustiques peuvent nous piquer toute la nuit, on ne va pas tomber malade. Alors, la solution est celle camerounaise, celle africaine. Les Africains, les Camerounais, levons-nous pour barrer la route à ce vaccin-là. Vous êtes contre le président. Le président dit qu'il faut le vaccin. Il y a plusieurs types de vaccins. Le président n'a jamais dit allez prendre le vaccin. Non, il a dit qu'il faut se mais faire il a dit vacciner. qu'il est favorable au vaccin. Oui. Il n'a pas dit qu'il abandonne nos potions traditionnelles. Il ne va pas dire ça pour ne pas... Vous savez ce qui se passe entre les relations diplomatiques. L'OMS, vous savez. Donc il ne peut pas dire ça comme ça. Nous, on a la possibilité de le dire aux Camerounais. Vous contredisez le président alors. Non, le président a dit prenez le vaccin, donc on va vacciner le personnel médical et ceux qui iront se faire vacciner. Mais nous, on a la solution entre nos mains. Maître Achille Le Diop, sur cette situation. Oui, ben voilà. Est-ce que vous comprenez le discours de l'OMS? Non, pas du tout. Parce que chaque jour à la télé, ça tourne en boucle. AstraZeneca, des pays qui suspendent cette opération chez eux, mais l'OMS sort avec une dose d'optimisme. Mon cher Serge, il faut se poser une question préalable. D'où sort cette désinformation, s'il faut l'appeler ainsi? Voilà. D'où sort-elle? C'est justement parce que lorsque l'on nous a dit 9 mois après qu'on a pu trouver un vaccin, cette OMS-là et ces États utilisateurs n'ont pas trouvé justement des moyens appropriés pour mettre la population hors du doute. En 9 mois, voyez-vous, on vous fait comprendre qu'un vaccin a traversé toutes les étapes de certification. On vous fait comprendre qu'il y a une variante du Covid qui a été détectée. Mais laissez-moi vous dire que les blancs, ça c'est ce qu'on appelle en français l'euphémisme. C'est-à-dire que c'est un mutant. C'est un mutant. C'est-à-dire on a pris comment on appelle ça, on a introduit, on a vacciné les gens et ça allait créer une autre forme rebelle. C'est parce qu'ils veulent atténuer le langage qu'on parle de souche variante. C'est un mutant du Covid qui a été découvert suite à ces vaccinations, et la désinformation ou alors la prudence a commencé à naître à partir de quand on nous a dit qu'on a découvert une nouvelle variante du Covid. Non, faisons attention. Véritablement, moi je pense que personnellement en tant qu'homme politique, j'interpelle plutôt le gouvernement camerounais a de la prudence et à la responsabilité. Sincèrement, la prudence voudrait que l'on essaie d'observer ce qui se passe avec ce vaccin. Il ne faut pas courir et à dire qu'on encourage le vaccin. S'il faut vacciner, mesdames, messieurs, chers compatriotes, s'il faut vacciner, on ne doit pas commencer par les enseignants. On ne doit pas commencer par le corps médical, on va commencer par les ministres. Comment ça? Il faut commencer par eux. 6 mois après, qu'on revient maintenant sur la population. Quand on vous demande de revaloriser le salaire du personnel enseignant, vous faites la sourde oreille. Mais maintenant, vous faites comme si vous les aimez trop en disant qu'on va commencer par vous, on va vous protéger. Mais c'est du n'importe quoi. Moi, dans tous les cas, je ne pourrais pas accepter que mon épouse, par exemple, se fasse vacciner comme fait partie du corps médical avant qu'un ministre le soit lui-même. Sont sérieux. Et les enseignants, ne pensez pas que c'est le ventre mou de la population. C'est ceux qui transmettent le savoir. Alors, ils doivent être protégés. Être protégé veut tout simplement dire que vous devez donner la certitude de ce que c'est un vaccin qui n'aura pas de répercussions, comme disait le précédent orateur. Et en plus, pour finir, chers amis téléspectateurs, comprenez que
Nous avons des solutions endogènes. Je connais deux de mes clients, parlons comme ça, qui de retour d'un voyage à Dubaï ont été interpellés à l'aéroport parce que testés positifs. Et vous savez ce qui s'est passé, on a retenu toutes les pièces, mais on les laisse partir et dit, vous revenez avec le test négatif avant de prendre vos pièces. Alors le gars me téléphone et je lui dis, il faut aller chez Monseigneur Samuel. Il dit, non, j'ai déjà ça, je prends. Je suis à la maison, je ne sors pas. Et après, il est allé se faire tester négatif. Il allait récupérer ses pièces à l'aéroport. Donc, si vous avez déjà un produit sous la main qui fait l'éloge, qui fait l'affaire, pourquoi regarder ces vaccins? Pourquoi le Cameroun, pourquoi le gouvernement du Cameroun ne ferait pas preuve d'un peu d'originalité en ce sens, encore même que nous avons la possibilité de le faire? Les chercheurs camerounais, aucun moyen n'a été mis à leur disposition pour innover dans ce sens. Laissons ça de côté. Voilà Samuel Kleda qui a déjà mis sur pied une potion qui est efficace, je vais dire, les témoins sont vivants. Alors, je pense que cette affaire de vaccin doit être mise de côté. Encourageons la solution de Samuel Kleda ou alors la solution de ma grand-mère, les écorces, comme parlait le représentant du RDPC tout à l'heure. Restons bantous. Ok, merci. On va terminer avec le bilan des maires un an après. Voilà, il y a dans certaines localités, on a vu les maires se accompagner véritablement les déplacés internes, comme on les appelle, IDPs, c'est l'expression en anglais. Qu'est-ce qui est fait pour que ces populations-là ne se sentent pas étrangères? C'est peut-être le mot. Je pense que nous devons, sur cette question, féliciter justement, une fois de plus, le maire de Nkongsamba premier, El Hadj Oumarou, parce que lui, il a pris les dispositions. Vous savez qu'un Nkongsamba est véritablement cette ville, je veux dire frontière là qui, ces gens-là, voilà, les déplacés sont arrivés là-bas. Il a pris les dispositions pour les encadrer, pour les recadrer quelque part. Et c'est des actions à saluer. Parce qu'en réalité, c'est ça le rôle des maires. Même s'il n'a pas encore reçu les moyens de l'État, c'est-à-dire que le transfert des ressources, mais il fait avec ce qu'il peut avoir dans sa mairie. Et je ne sais même pas ce que le ministère, ou alors le ministre de Kassitan, comme l'avait appelé un journaliste qui travaillait à l'époque à la chaîne nationale, il a dit le ministre de Kassitan, je crois qu'il y en a 8, qui ne veulent pas obéir à ce que le Premier ministre a demandé de faire, à savoir transférer les compétences. Donc si le maire El Hadj Oumarou, lui, prend des dispositions pour encadrer, pour recaser les déplacés, c'est déjà une bonne chose. Et je crois qu'on doit pouvoir demander aussi au maire de Douala. Parce que vous savez que par exemple, Douala 4e, il y a également les déplacés qui sont là-bas. On a vu les reportages où les jeunes filles se livrent dans la nuit parce qu'elles n'ont pas de quoi manger. Donc pourquoi ne pas faire comme le maire de Nkongsamba premier et les autres mairies qui sont en route? Parce que de toutes les façons, ces Camerounais-là, ils n'ont pas demandé à fuir, mais ils ont fui la guerre. Donc le problème de ces mairies aujourd'hui, c'est qu'il faille qu'on envoie de l'argent, qu'on transfère les compétences, qu'on transfère les ressources financières aux mairies. Et en ce moment, donc, l'État viendra contrôler justement si le travail est bien fait. Comment comprendre? J'ai suivi tout à l'heure, M. Betangé parlait d'un pont à 300 000. Tout à l'heure, j'ai salué le chef du village. Vous avez dit Massok, le maire. J'ai salué le chef de mon village à Matoma là-bas. Il a un pont de la rivière Kama qui est aujourd'hui, aucune voiture ne passe. Entre-temps, on attend que la mairie de Ngomza bouge. Mais vous savez que ce qui se passe ici, c'est pas aussi se passer là-bas. Parce que les listes ont été jumelées, les conseillers ne s'entendent pas. Ça marque le pas sur place. Or, si on veut lancer dans le marché de ce pont, il faut bien que ce soit ceux qui y vivent, qui disent comment il faut faire. Il y a des arbres chez nous qu'on peut aller abattre ici et prendre les planches. Donc il y a la solution au niveau local. Donc la mairie peut travailler en collaboration avec les chefs traditionnels, avec les populations pour dire, nous avons peut-être 300 000, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On va donc donner les arbres gratuitement pour pouvoir scier des planches et fabriquer, ou alors si vous voulez, et arranger ces ponts-là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant que vous discutez là-bas dans les mairies, je m'adresse aux conseillers municipaux, à leurs maires, ce sont les populations qui souffrent. Même si on a pris 5-10 dans chaque liste,
essayez de travailler pour les populations et vous allez résoudre le problème là après. C'est pour cette raison que j'évoque souvent le ministre Colomb, de regretter mémoire. Lorsqu'on se noie, on peut s'accrocher sur un serpent et le serpent va vous amener à la rive. Quand vous êtes à la rive en ce moment, si vous voulez vous tuer le serpent, si le serpent il vous mord. Mais vous avez déjà quand même, vous êtes déjà sortis tous les deux de danger. Comment comprendre que vous êtes au service du peuple? On vous a mis ensemble dans un exécutif communal. Vous passez le temps à bagarrer pendant 5 ans. En même temps, les populations souffrent, les populations qui sont allées voter pour vous. Il faut quand même que cela cesse. Ici, je n'ai pas aucun parti politique, tous les partis politiques confondus. Il faut sortir les populations du sous-développement. Je crois que c'est donc le cas de ce maire. Et je veux donc finir pour dire que le maire de la ville de Douala, j'ai vu ce monsieur-là descendre sur le terrain parler aux populations. Par exemple, au niveau d'Aqua, là où il y a les Chinois, j'ai vu les caméras derrière lui, où il a demandé aux gens, vous ne pouvez pas vendre sur le trottoir, les piétons vont marcher où? Ils ont demandé, mais nous on va aller vendre où? Pour le moment là, quittez d'abord où trouver les solutions. C'est pour dire que ceux qui construisent sur les servitudes, ils savent très bien que c'est interdit. Ceux qui vendent sur la... Qui leur donne le permis de bâtir? Il n'y a pas de permis de bâtir là-bas, maître. S'il y a même permis de bâtir, il faut absolument annuler ça. Ceux qui vendent sur la chaussée, vous ne pouvez pas garder votre voiture tranquillement dans un marché ici. Le marché que vous avez cité au niveau de Nobel ou alors au marché de la gare. Vous ne pouvez pas passer là-bas. La route, la chaussée est occupée. Il faut absolument casser les œufs pour pouvoir manger les omelettes. Voilà, justement, Covid-19, résurgence au niveau de la 3e. Et vous allez nous dire qu'est-ce qui est fait concrètement par les exécutifs communaux, les différents, depuis un an. Oh, mais depuis un an, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de Douala 3, il y a eu ces différentes descentes. L'exécutif a fait appel à tous les conseillers municipaux qui ont intégré des groupes de sensibilisation. Il y a eu des descentes au niveau des quartiers, au niveau des chaufferies, au niveau des marchés pour sensibiliser les populations. Comme je le disais, au niveau des écoles qui ont été désinfectés. Bon, il y a également les marchés. Donc, jusqu'à présent, quand même, il y a les points d'eau, il y a les points de lavage de mains qui ont été faits. Donc, c'est essentiellement ce qui est en train de reprendre là. Donc, la sensibilisation sur le terrain et à tous les endroits. Ben, je voulais quand même, je ne partirai pas d'ici sans emboîter le pas à M. Ndougou qui parlait là tout à l'heure des conseillers municipaux qui passent le temps à lutter pour leurs propres intérêts au détriment des intérêts des populations. Si quelqu'un arrive à Ezeka aujourd'hui, il verra très bien que c'est une autre ville. L'entrée principale de la ville a été totalement rénovée. Tous les bâtiments ont été rénovés. L'eau et tout. Mais pourquoi le débarquer alors? Justement, c'est ce que nous disons. C'est ce qu'il disait tantôt, que les conseillers municipaux doivent savoir qu'ils sont là pour les intérêts des populations et pas pour leurs intérêts personnels. On comprendrait que l'on s'offusque de ce qu'un exécutif ne travaille pas au profit des populations. Oui. Mais comment vous pouvez expliquer que pendant que quelqu'un travaille pour les populations, pendant que les populations sont satisfaites. Mais les conseillers municipaux, ils voient autre chose. Certains justement voient leurs propres intérêts. C'est pour ça que je disais tantôt que les gens doivent savoir perdre et attendre leur tour. Ok, maintenant c'est mieux dit. Voilà. On a compris. Merci. Oui, Jonathan Batengré. Oui, mais Douala 3e, je le répéterai toujours, Douala 3e est devenu un lieu, bien une commune où l'insécurité sévit. Je prends rien que le cas de Lokbaba. À l'heure où nous parlons là, il y a des rues là-bas qui sont déjà désertées. Pourquoi? Parce que les populations ont peur de se faire agresser. C'est inconcevable. Je parle encore, c'est le centre urbain de Douala 3e. C'est inconcevable dans un centre urbain. Il y a un commissariat central, il y a 2 commissariats d'arrondissement, le 14e et le 11e. Il y a une gendarmerie, la brigade terre de Lokbaba, qui normalement sont là pour lutter contre l'insécurité, avec bien sûr la coordination de monsieur le maire. Donc, on aurait quand même, avec ces signaux rouges, vu le maire se mobiliser pour dire, voilà, j'assainis cet espace. Par contre, c'est comme un laisser-aller. Les criminels deviennent les rois. Vous allez dans certains secteurs là-bas, c'est les criminels qui font la loi et les populations sont apeurées. Et moi, j'y vais de temps en temps. J'ai constaté que...
traversez ces rues-là? Je vais à Logwaba, oui, j'y vais de temps en temps. Et puis, je constate que les La nuit ou le jour? J'y vais en journée et je rentre très vite. Parce qu'à 19h, il faut déjà être rentré. Si vous rentrez à 21h, il n'y a pas de chance que vous soyez chez vous parce que les criminels ont fait de là-bas leur lit. Donc, c'est un élément que monsieur le maire doit prendre très à cœur. Le maire habite très proche d'une rue qui est très connue pour son insécurité, mais aussi pour les plaisirs qu'elle offre. C'est la rue Elf Axelot. C'est étonnant de voir que malgré que le maire soit voisin de cette localité, ou bien de ce coin, les activités que je viens de citer prospèrent encore là-bas, que ce soit l'insécurité ou bien la prostitution. Monsieur le maire devrait bien revoir. Est-ce que c'est ça l'image que Douala 3e devrait renvoyer? Parce qu'aujourd'hui, le plus grand centre de prostitution de Douala, c'est à Douala 3e, vous avez parlé des déplacés internes. Et cette localité, Douala 3e, mérite encore un grand travail de la part de monsieur le maire. Il faut qu'il se penche sur les questions, par exemple. Il y a un collège qui vient de connaître un problème. Je crois que le collège, ça doit être Susanna, c'est un nom de femme. Là. C'est toujours dans la localité, un quartier très proche de là où le maire réside. Et ce collège, qui normalement devrait être suivi par le conseil municipal, se retrouve là comme ça, à ne pas payer les enseignants. C'est quand même des situations aberrantes. Monsieur le maire a été élu pour que dans sa localité, les écoles puissent fonctionner normalement. Donc, ces situations-là... Le secondaire, c'est pas lui, c'est le président du conseil. Tout à fait, mais il faut que monsieur le maire... Les maternelles et le primaire. Il y a beaucoup d'écoles à Douala 3e comme ça qui sont les maternelles. Vous avez pris le cas d'un collège. Vous dites donc juste que... Là, monsieur le maire aurait pu s'intéresser aux conditions des enseignants dans sa localité. Okay. Bon, mais il faut revenir parce que le cas de Konsamba 1er et de Massok sont très intéressants. Massok Sonlou, j'ai dit c'est 300 000. Mais maintenant, vous avez une élite, parce que nous on a trop d'élites, mais une élite qui ne sait pas grand-chose lorsqu'il faut penser au développement. L'élite, ça revient juste quand il faut penser aux prébendes ou bien à exploiter le village. Dans les localités comme Massok Sonlou, avec seulement 300 000, vous refaites les ponts, vous refaites les ponts qui lie plusieurs villages. Au Konsamba 1er, moi je suis allé là-bas l'année dernière, je crois pendant les fêtes, et on a vu que le maire avait travaillé, par exemple, dans l'éclairage public. Il a beaucoup travaillé dans ce sens. Il a également, vous avez vu le projet là-bas, je crois, si j'ai bonne mémoire, il y a un grand projet, c'est l'hôtel de ville de Konsamba 1er. Quand vous allez dans cette localité, vous sentez qu'il y a un maire qui est en train de donner à cette localité un nouveau visage et qui a envie que ce soit une ville rayonnante. Voilà, on a envie de partir sans... Au niveau de la 2e, le phénomène de retour là, ça a bougé, ça a changé. On n'entend plus parler. Oui, il faut dire que pour le moment, mes frères... Le maire de Fampou? Non, ce n'est pas à mettre à son actif, nullement. Mais comment? Ce n'est pas à mettre son actif. Mes frères de la 2e ont compris que notre arrondissement ne devait pas être taxé d'un arrondissement voyou. Oui. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'exécutif communal de la 2e, il faut dire qu'ils sont à leur 3e mandat, c'est-à-dire que ce n'est pas des newcomers. Oui. On constate tout simplement qu'un an après la prise de leur prestation de serment ou alors leur investiture, on se rend compte tout simplement que le nombre de manifestations organisées en termes juifs est plus disant que les actions sur le terrain. Merci. Tout ce que vous voyez comme ruelle je vais dire à Douala 2e des pavés, c'est pas les fonds de la mairie. Je vous dis bien, c'est pas les fonds de la mairie. Permettez s'il vous plaît que j'attire l'attention du président du conseil régional sur le collège. Justement, j'attire l'attention du président du conseil régional du littoral sur les cas des enseignants qui sont pas payés dans les collèges comme celui, le collège Susanna, dont les enseignants travaillent au jour le jour et ne sont pas payés. Voilà, merci. Nous allons prendre ce cas à bras le corps. Merci Achille Lejo, merci à vous Jonathan Batengene, merci Vincent de Paul Yédé, merci à vous également Raphaël Ndougou, merci à vous chers téléspectateurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir messieurs les maires et mesdames.